Bonjour, nous avons vu, ceci est la leçon 11 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Nous avons vu dans la leçon 10 que la Révolution française n'a produit aucun régime politique durable. Après 1815, il y a dans le monde occidental deux modèles de régimes politiques modernes, nouveaux, qui sont tous les deux des régimes de séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. C'est la monarchie constitutionnelle britannique et le régime présidentiel américain. Nous allons voir dans cette leçon comment ces deux régimes ont évolué et ont été pris comme modèle par d'autres pays. Voyons d'abord ce qui a été la transformation du régime constitutionnel britannique du XVIIIe siècle pour devenir le régime parlementaire à proprement parler au cours du XIXe siècle. Le régime mis en place à partir de 1689 en Grande-Bretagne, du Bill of Rights de 1689, n'est pas encore un régime parlementaire. Pour qu'il y ait un régime parlementaire, il ne suffit pas qu'il y ait un parlement. Il faut qu'il y ait un pouvoir exécutif qui n'est pas exercé par le chef d'État, le roi ou la reine dans le cas de la Grande-Bretagne, mais par un gouvernement qui est responsable devant une assemblée élue, voulant dire pouvant être renversé par cette assemblée si une majorité de membres de l'assemblée vote contre le gouvernement. Cette situation n'est pas encore la situation de la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle. Il y a donc des régimes de monarchie constitutionnelle en Grande-Bretagne d'abord, dans plusieurs pays européens ensuite, qui ne sont pas encore des régimes parlementaires. Et certaines de ces monarchies constitutionnelles vont devenir des régimes parlementaires, d'autres vont rester des régimes constitutionnels de séparation des pouvoirs, mais qui ne sont pas des régimes parlementaires à proprement parler. Dans le cas de la Grande-Bretagne, le régime parlementaire a émergé progressivement au cours du XVIIIe et au début du XIXe siècle à partir de ce régime de séparation des pouvoirs par adoption du principe du gouvernement responsable, donc du gouvernement pouvant être renversé par l'Assemblée, qui s'établit progressivement entre 1721 et 1841. En 1721 apparaît la notion de Premier ministre. Le Premier ministre, au départ, c'est quelqu'un qui sert d'intermédiaire entre l'Assemblée et le roi, qui rapporte au roi les décisions prises par l'Assemblée. En 1742, un Premier ministre qui est menacé d'impeachment. On peut traduire ça par empêchement en français, mais ça ne correspond pas à l'idée. L'impeachment, c'est la mise en accusation judiciaire d'un homme politique par une assemblée. Et l'assemblée, la Chambre des communes en Grande-Bretagne, avait le pouvoir de menacer les ministres de mise en accusation. Certains d'entre eux, dans le passé, ça s'était fini très mal. Certains avaient été condamnés à mort et exécutés. En 1742, un premier ministre qui s'appelle Walpole décide de démissionner parce qu'il sait qu'il risque d'être mis en accusation. La menace d'impeachment est ce qui va être à l'origine de la responsabilité politique des ministres, c'est-à-dire la possibilité pour les ministres de démissionner s'ils risquent d'être mis en accusation par une assemblée.
quand Walpole démissionne en 1742, les autres ministres restent en place. La notion de solidarité gouvernementale n'existe pas encore. En 1782, un autre Premier ministre, dans la même situation, démissionne pour ne pas être mis en accusation, et cette fois, tous les autres ministres démissionnent en même temps que lui. Donc le principe de la solidarité ministérielle émerge de façon coutumière à partir donc de 1782. Il faut ces deux éléments pour que on ait vraiment un gouvernement responsable. Il faut que les ministres puissent être renversés par le Parlement, et il faut qu'ils le fassent en bloc, que ce soit le gouvernement qui puisse être renversé par le Parlement. Ce principe, qui donc existe quasiment à partir de 1782 en Grande-Bretagne, va être reconnu officiellement et respecté tout le temps à partir de 1881. Et donc la coutume, qui est toujours non écrite, qui redevient le principe fondamental du régime politique britannique et la règle fondamentale d'un régime vraiment parlementaire, cette règle coutumière non écrite s'applique à partir de 1841. Deux remarques à faire à propos du fonctionnement du régime parlementaire en Grande-Bretagne. La première, c'est une spécificité britannique qu'il faut souligner, parce que beaucoup de gens croient au Canada que c'est une règle de base d'un régime politique. Dans la coutume britannique depuis le Moyen-Âge, seuls pouvaient participer au débat à la Chambre des communes les gens qui étaient membres de la Chambre des communes. Et donc, pour être ministre, il fallait être membre de la Chambre des communes. Et il y a une Chambre des Lords en Grande-Bretagne. La Chambre des Lords a encore beaucoup de pouvoir législatif. Elle va avoir un pouvoir important jusqu'au début du XXe siècle. Nous y reviendrons plus tard. Il faut toujours quelques lords dans le gouvernement, au moins un, pour être le porte-parole du gouvernement à la Chambre des Lords. Parce que un ministre qui n'est pas lord ne peut pas entrer dans la Chambre des Lords, un ministre qui n'est pas membre de la Chambre des communes ne peut pas rentrer à la Chambre des communes pour expliquer sa politique. Cette règle, qui s'applique aussi au Canada, ne s'applique, nous le verrons très bientôt, presque nulle part ailleurs, pas presque partout. Ce qui fait la légitimité politique d'un ministre, c'est le fait qu'il a la confiance de la Chambre et non pas le fait qu'il est membre de la Chambre. Et on peut très bien avoir un ministre qui n'est pas député, il a un siège comme ministre pour s'expliquer devant l'Assemblée. C'est seulement à la Chambre des communes en Grande-Bretagne, au Canada, dans les autres pays de tradition britannique, je n'ai pas vérifié ce détail, est-ce qu'en Australie ou en Inde, on a la même croyance, pas que pour être ministre, il faut être député. On emploie très souvent au Canada l'expression un ministre élu. Les ministres ne sont pas élus, les députés sont élus. Si un ministre est député, il a été élu comme député, pas comme ministre. Et dans beaucoup de régimes parlementaires, nous le verrons, il peut très bien y avoir des ministres, même un premier ministre, qui n'est pas député. Ça ne l'empêche pas d'avoir un siège à la Chambre et de participer au débat à la Chambre. S'il y a des votes, il ne vote pas, puisqu'il n'est pas député, il n'est pas membre de la Chambre. Mais il a le droit d'y prendre la parole pour faire son travail. Il faut que dans un régime parlementaire, il faut que les membres du gouvernement puissent participer au débat à l'Assemblée, ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent être députés, ce qui est une tradition britannique qui a une origine médiévale, qui est une des règles, je crois, totalement inutile de ce régime parlementaire, admirable à beaucoup d'égards. C'est les Britanniques qui ont inventé le régime parlementaire, mais ce régime parlementaire étant ancien, sinon archaïque, il comporte des règles
qui sont des règles inutiles. Une deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que dans le cas de la Grande-Bretagne, il y a en fait un bipartisme à la Chambre des communes. Il n'y a que deux partis politiques, les Tories et les Whigs, dont nous avons déjà parlé. Les Tories, qui au XIXe siècle vont prendre officiellement le nom de Parti conservateur, et les Whigs, qui vont au XIXe siècle prendre officiellement le nom de Parti libéral, mais qui en fait correspondaient déjà assez bien à ces étiquettes politiques. Et le fait qu'il n'y ait que deux partis dans le Parlement limite considérablement le choix du roi pour désigner un Premier ministre. Il ne peut pas désigner un Premier ministre qui ne peut pas avoir une majorité dans le Parlement. Et il y a toujours une majorité dans le Parlement, parce que s'il n'y a que deux partis, sauf s'ils étaient exactement à égalité, ce qui est exceptionnel, il faut inévitablement qu'il y ait l'un des deux qui ait plus de députés que l'autre, et donc l'un qui soit majoritaire. Et nous verrons que donc, dans l'émergence du régime parlementaire, le bipartisme est sans doute très important. S'il n'y avait pas eu de bipartisme en Grande-Bretagne, je ne suis pas sûr que l'évolution politique se serait faite de la même façon. Quand le régime parlementaire va être imité dans beaucoup d'autres pays, il va y avoir dans ces pays beaucoup plus que deux partis politiques. Et là, ça donne une certaine marge de manœuvre au roi ou au chef d'État qui peut favoriser la formation de coalitions différentes. Il y a plusieurs premiers ministres possibles, s'il y a plusieurs alliances possibles entre les partis multiples dans le Parlement. Ce qui, contrairement à ce que beaucoup de gens croient au Canada, n'empêche pas du tout un régime parlementaire de fonctionner. Un certain nombre de régimes parlementaires en Europe, depuis longtemps, fonctionnent avec beaucoup plus que deux partis politiques, et ça ne les empêche pas de fonctionner convenablement. Nous le verrons plus tard. Le fait que le bipartisme britannique ait eu un rôle important dans l'invention du régime parlementaire, ça ne veut pas dire que le bipartisme est indispensable pour le bon fonctionnement d'un régime parlementaire. Ce système britannique, il va être imité très très vite dans les pays d'Europe continentale. Je parle d'abord de la France. En France, en 1814, on établit un régime de séparation des pouvoirs entre le roi et l'Assemblée. Je vous ai déjà parlé de la charte accordée par Louis XVIII, frère de Louis XVI, qui monte sur le trône au moment de l'abdication de Napoléon. Dans cette charte, le pouvoir législatif appartient à un parlement bicaméral comportant une chambre des pairs. Les pairs sont nommés par le roi. Il s'agit de faire une sorte d'équivalent de la Chambre des Lords britannique, pas qui elle existe évidemment depuis beaucoup plus longtemps. Et à côté de cette Chambre des pairs, il y a une Chambre des députés, et députés qui sont élus au suffrage censitaire. Suffrage censitaire qui est, nous le verrons, beaucoup plus limité qu'en Grande-Bretagne à la même époque. Les ministres sont nommés par le roi. Ils ne sont pas forcément députés, ils peuvent participer au débat à la Chambre des députés. En pratique, je vous dis, va se généraliser ensuite la Grande-Bretagne et les pays où le régime parlementaire est issu du régime britannique, comme au Canada, restant une bizarrerie à cet égard. Pas d'exiger qu'un ministre soit député. Les ministres peuvent être mis en accusation devant la Chambre des députés, qui ne juge pas. Il y a une haute cour qui doit juger les ministres mis en accusation. Il s'agit d'une accusation judiciaire et la charte précise pour trahison ou corruption. Donc, ça n'est pas encore une responsabilité politique. C'est un impeachment. On ne l'appelle pas comme ça en France, mais c'est l'équivalent de ce qui existait en Grande-Bretagne
avant 1742 et qui a été à l'origine de l'évolution qui produit le gouvernement responsable. Donc on retrouve cela en France, comme on le retrouve dans la Constitution des États-Unis. Nous en avons déjà parlé. Dans cette charte de 1814, le roi et ses ministres sont les seuls à avoir l'initiative des lois. Donc l'Assemblée, elle vote les lois, mais elle ne les fait pas. Elle ne peut voter que sur des lois proposées par le roi, en fait, par les ministres nommés par le roi. Louis XVIII était un roi peu traditionnaliste et autoritaire. Il meurt et son frère Charles X, un autre des frères de Louis XVI, donc lui succède. Charles X qui était beaucoup plus archi-conservateur que son frère, et ce roi Charles X est renversé en 1830 par une petite révolution parisienne qui le fait fuir, et il est remplacé sur le trône par un cousin, Louis-Philippe d'Orléans, qui prend le titre de roi des Français, qui était déjà le titre de Louis XVI dans la Constitution de 1791. Louis XVIII et Charles X reprennent le titre traditionnel de roi de France. Louis-Philippe, acceptant certains des héritages de la Révolution, comme reprenant le drapeau bleu-blanc-rouge, qui était le drapeau de la Révolution de la France pendant la Révolution et l'Empire, Louis-Philippe accepte le titre de roi des Français et fait un certain nombre de modifications à la charte de 1814 qui reste en fonction, avec un certain nombre de modifications, la plus importante étant que la mise en accusation des ministres par l'Assemblée cesse d'être limitée aux accusations judiciaires de trahison ou de corruption. La trahison et la corruption disparaissent du texte, donc la mise en accusation peut être faite pour n'importe quelle raison. Ce qui va transformer cette possibilité de mise en accusation en une responsabilité politique. C'est-à-dire que si l'Assemblée est en désaccord avec la politique d'un ministre, elle peut voter contre ce ministre pour le remplacer. Donc en fait, entre 1830 et 1848, sans que ce soit dit officiellement, le régime de la France devient un régime parlementaire. Donc le régime politique de la France devient parlementaire officiellement en même temps que celui de la Grande-Bretagne. L'évolution a été beaucoup plus courte. En Grande-Bretagne, l'évolution s'est faite pendant beaucoup plus longtemps et on peut discuter pour savoir à partir de quand le régime était déjà parlementaire sans que ce soit officiel. Dans le cas de la Grande-Bretagne, dans le cas de la France, ça se fait à peu près à la même époque, donc vers 1840. Et le régime de monarchie parlementaire devient un régime politique important, visible, à partir de 1840. Il y a un multipartisme en France, donc le roi a plus de choix de qui il nomme comme Premier ministre et donc plus de possibilités d'influencer les décisions politiques. L'imitation du régime parlementaire va se faire dans d'autres pays. Un des plus remarquables, c'est la Belgique. La Belgique, le territoire qui devient la Belgique en 1830, avait été rattaché, après 1814, au royaume des Pays-Bas. Il y a une petite révolte des habitants du sud de ce royaume en 1830 qui crée le royaume de Belgique, qui adopte une constitution en 1831. Ils vont chercher un prince allemand qu'ils mettent sur le trône pour en faire un roi des Belges. Il y a un roi des Belges, comme il y a un roi des Français en France à partir de 1830. Il y a toujours un roi des Belges aujourd'hui. Il y a une reine d'Angleterre, il y a une reine du Canada, il y a un roi de Norvège, mais il y a un roi des Belges. Les Belges y tiennent beaucoup. C'est le symbole du caractère
semi-démocratique de la monarchie en Belgique, puisque le roi, il n'est pas le roi du pays, ou c'est pas le territoire qui est son domaine, il est le roi des Belges. Il est là par le consentement des Belges pour exercer ce pouvoir exécutif. Les ministres sont responsables dans la Constitution adoptée en 1831. Leur responsabilité devient collective à partir de 1840. Encore 1840, le régime parlementaire de plein d'exercices, avec un gouvernement collectivement responsable devant une assemblée, donc pouvant être renversé collectivement par cette assemblée. C'est acquis en Belgique en 1840. Pour la petite histoire, c'est intéressant de noter que dans d'autres pays ensuite, notamment des pays du Moyen-Orient, en Turquie, en Iran, en Égypte, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, on va se demander comment faire une monarchie constitutionnelle, comme on ne peut pas copier le texte de la Constitution de la Grande-Bretagne, le texte il est terriblement compliqué, il est bourré de coutumes, de traditions, etc. C'est très difficile. Dans le cas de la France, à la fin du 19e siècle, il n'y a plus de monarchie en France, on ne peut pas copier la constitution de la monarchie constitutionnelle française. Donc c'est la Belgique qui va servir d'exemple souvent, parce que là on a un texte constitutionnel adopté en 1831, qui est un texte assez simple, qui peut être pris comme modèle pour faire la constitution d'un autre pays. Vous savez sans doute déjà, enfin tous ceux d'entre vous qui êtes Canadiens, que le gouvernement responsable, le principe du gouvernement responsable, était une des revendications des patriotes dans la révolte de 1837, que Lord Durham, le politicien britannique ou haut fonctionnaire britannique qui fait un rapport pour savoir comment résoudre les problèmes de la cohabitation des populations au Canada, dans son rapport, une des recommandations de Lord Durham, c'est que le gouvernement responsable soit appliqué au Canada. Et après la création du Canada uni, qui est créé en 1840, la pratique du gouvernement responsable va s'établir progressivement et elle est reconnue à partir de 1848. Dans les autres colonies britanniques en Amérique du Nord, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve, le principe du gouvernement responsable est reconnu à peu près au même moment. Donc la reconnaissance du gouvernement responsable dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord se fait presque en même temps qu'en Grande-Bretagne, et dans le cas du Canada, à la suite d'une revendication qui était en Canada même. L'imitation de la Grande-Bretagne n'est pas quelque chose qui a été exporté par la métropole ou imposé par la métropole, c'est quelque chose qui a été revendiqué par des gens ici en s'appuyant sur le fait que, puisque c'était en train de s'appliquer en Grande-Bretagne, c'était logique d'appliquer les mêmes règles dans le cas des colonies. La dernière remarque que je veux faire à propos du gouvernement responsable au Canada, qui continue à respecter certaines des règles, je pense, inutiles du régime britannique, comme l'idée qu'il faut que les ministres soient députés pour pouvoir participer au débat à la Chambre des communes et donc faire leur travail. Un ministre qui ne pourrait pas participer au débat à la Chambre des communes serait très mal pris pour faire son travail. L'autre chose que je veux faire remarquer à propos de la règle du gouvernement responsable au Canada, c'est que cette règle, qui est une des règles les plus fondamentales de notre régime politique, un gouvernement doit avoir une majorité en chambre, ou du moins ne doit pas être renversé. Il peut être renversé par la Chambre des communes, et il reste en pouvoir tant qu'il n'est pas renversé par la Chambre des communes. Cette règle fondamentale, elle est écrite nulle part. Elle n'est dans aucun des textes constitutionnels écrits du Canada, et que les constituants de 1982, quand on a
dit-on, rapatrié la Constitution canadienne et rajouté dans la Constitution du Canada un certain nombre de règles qu'il fallait rajouter pour que la procédure de révision constitutionnelle cesse de dépendre du Parlement de Londres. Les choses qui ont été rajoutées dans cette Constitution, nous avons une charte des droits, plein de choses, et ces constituants de 1982 n'ont pas pris la peine d'écrire dans la Constitution du Canada ce qui est une des règles fondamentales de notre régime politique, c'est-à-dire le gouvernement responsable et la façon précise dont ça s'applique. Parce que quand on a des risques de gouvernement qui peuvent avoir des votes négatifs contre eux, il y a immédiatement tous les professeurs de droit constitutionnel du Canada qui se précipitent sur leur traitement de texte pour donner leur avis sur quels sont les votes négatifs à la Chambre des communes qui peuvent renverser un gouvernement? Est-ce que dans certains cas, sur une question pas importante, un vote négatif n'aurait pas pour conséquence d'obliger le gouvernement à démissionner? Tout ça reste flou dans la Constitution du Canada, comme beaucoup d'autres choses. Voilà. Le principe du gouvernement responsable, donc, à partir de 1840 ou 1841, il existe en Grande-Bretagne, en Belgique, en France, au Canada. Il va être imité dans d'autres pays ensuite. Aux Pays-Bas, il devient la règle officielle du régime politique à partir de 1868. En Norvège, à partir de 1884. Au Danemark à partir de 1901, en Suède à partir de 1905. Et certaines monarchies constitutionnelles en Europe ou dans le monde restent des régimes de séparation des pouvoirs et non pas de confusion du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, parce qu'à partir du moment où le gouvernement existe uniquement parce qu'il a une majorité dans la Chambre des communes, ou dans le Parlement, ou dans l'Assemblée, ou dans la Chambre des députés, ça s'appelle de façon différente selon les pays, en fait, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ont complètement cessé d'être séparés dans un régime parlementaire. Il continue sans doute à y avoir une indépendance des juges qui est souhaitable, et donc un pouvoir judiciaire séparé des deux autres. Mais il n'y a plus de séparation réelle du pouvoir entre l'exécutif et le législatif dans un régime parlementaire. Et les régimes de séparation des pouvoirs sont des choses qui fonctionnent beaucoup plus difficilement. Deux des grandes monarchies qui ont gardé un régime de séparation des pouvoirs, il y a l'Allemagne, qui va rester un régime d'une monarchie constitutionnelle avec séparation des pouvoirs jusqu'en 1914 ou jusqu'en 1918, jusqu'à la fin du régime monarchique en Allemagne. Et c'est une des causes des malheurs politiques de l'Allemagne dans cette période. L'Allemagne du début du XXe siècle est un pays beaucoup plus développé, beaucoup plus moderne, avec une population beaucoup plus instruite que l'Angleterre ou la France. C'est de loin la première puissance européenne, économiquement, intellectuellement, techniquement, et c'est un pays très mal gouverné, avec un système politique qui fonctionne très très mal, ce qui va être une des raisons des erreurs politiques et finalement de la guerre de 1914 et de la défaite de l'Allemagne dans la guerre de 1914. Le Japon, en Asie, qui adopte un régime de monarchie constitutionnelle plus ou moins imité sur celui de l'Allemagne, parce que c'est la plus grande puissance européenne et qu'à la fin du XIXe siècle, c'est le régime que les Japonais ont envie d'imiter. Eux, ils vont garder ce régime jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et là aussi, l'inefficacité du régime de séparation des pouvoirs entre la monarchie et les ministres d'un côté, le Parlement élu de l'autre, va être une des raisons des erreurs politiques connues par le Japon, qui se terminent par une catastrophe avec la Deuxième Guerre mondiale. Les régimes de séparation des pouvoirs ne sont pas des bons régimes politiques. L'autre régime de séparation des pouvoirs
qui existe dans le monde, c'est bien à l'époque, au début du XIXe siècle, c'est bien sûr le régime présidentiel aux États-Unis, qui lui aussi va être imité par d'autres pays. Alors donc, les États-Unis, c'est un régime de séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif, avec un président qui est le détenteur du pouvoir exécutif, un congrès qui est le détenteur du pouvoir législatif. Le congrès, il est élu séparément du président. Bon, quand il y a une élection présidentielle, il y a une élection à la Chambre des représentants le même jour. Mais ce n'est pas la même élection. Les gens votent séparément et ne peuvent ne pas voter pour le même parti, pour leurs députés ou leurs représentants à la Chambre des représentants et pour leur président. Alors que dans un régime parlementaire, il y a une seule élection qui décide à la fois la composition du législatif, l'Assemblée, et de l'exécutif, puisque l'exécutif dépend de la majorité de l'Assemblée. Le régime présidentiel suppose deux élections qui peuvent être complémentaires, qui peuvent aller dans le même sens, mais qui peuvent aussi se contredire, où le hasard des choix des gens dans les différentes circonscriptions pour les élections des représentants peut donner une majorité au Congrès qui n'est pas du même parti ou de la même orientation politique que le président. Alors, le Congrès ne peut pas renverser le président, sauf par la procédure judiciaire de l'impeachment. Nous avons vu qu'en Grande-Bretagne, la procédure d'impeachment va évoluer pour donner la responsabilité ministérielle d'abord, la responsabilité collective du gouvernement ensuite. Aux États-Unis, cette procédure d'impeachment ne va pas évoluer de la même façon. Elle a failli le faire en 1974, quand le président Nixon a démissionné pour ne pas être victime d'une procédure d'impeachment. Il y a eu plusieurs procédures d'impeachment dans l'histoire des États-Unis, dont récemment contre le président Trump, procédures d'impeachment qui n'ont jamais abouti à la démission d'un président, mais il y a un président qui a démissionné quand il a été sûr qu'il serait victime d'une procédure d'impeachment, ce qui ressemble à la situation de Walpole au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. La procédure d'impeachment, qui est imitée d'une institution britannique, n'a pas évolué de la même façon qu'en Grande-Bretagne, avec cette ébauche d'évolution que représente la démission du président Nixon. Enfin, le président ne peut pas dissoudre le Congrès, alors que le Premier ministre, dans un régime parlementaire, peut demander au roi ou au chef d'État de dissoudre l'Assemblée pour faire de nouvelles élections, soit pour faire face à une crise politique, soit tout simplement parce qu'il n'y a plus moyen d'avoir une majorité dans cette Assemblée, donc il faut faire une nouvelle élection pour essayer d'avoir une Assemblée qui fonctionne. Et le Premier ministre sortant, ou bien il gagne l'élection et ça lui permet de revenir au pouvoir ou de rester au pouvoir, ou bien il perd et à ce moment-là il est remplacé par quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une nouvelle majorité dans l'Assemblée, ce qui est le fonctionnement régulier du régime parlementaire, pour lequel, je crois, le droit de dissolution de l'Assemblée est une structure fondamentale. Dans certains régimes parlementaires aujourd'hui, on essaie de faire des lois d'élection à date fixe qu'on a énormément de mal, que les gouvernements ont énormément de mal à respecter d'ailleurs, et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui peut améliorer le fonctionnement des régimes parlementaires. Alors, le régime présidentiel, tel qu'il existe aux États-Unis, il comporte deux risques majeurs. Le risque de paralysie du système de décision si le président et la majorité au Congrès sont opposés. Alors, au début du XIXe siècle, les partis politiques sont très peu structurés aux États-Unis
et donc le risque d'avoir une majorité cohérente qui s'oppose à un président, à la Chambre des représentants, ce risque est faible. À partir des années 1850, il va y avoir deux partis dominants aux États-Unis, le Parti républicain et le Parti démocrate, et depuis les années 1850, tous les présidents des États-Unis ont été soit républicains, soit démocrates, et presque tous les membres du Congrès, représentants ou sénateurs, ont été républicains ou démocrates. Heureusement, pour le fonctionnement du régime politique américain, ces partis politiques ont peu de discipline, c'est-à-dire que c'est assez facile pour un représentant ou pour un sénateur de ne pas voter comme les autres membres de son parti dans l'Assemblée. La plupart du temps, les républicains votent ensemble et les démocrates votent ensemble, mais ce n'est pas automatique. Il y a très souvent des membres de l'un ou l'autre parti qui ne respectent pas une discipline de parti qui n'existe pas vraiment, et donc le président, même si la majorité au Congrès est opposée à lui, il peut gouverner quand même en négociant ses projets de loi un par un avec les projets de loi qu'il soutient, parce que ce n'est jamais lui qui les propose, il faut que un projet de loi soit proposé par un membre du Congrès. Le président qui est favorable à un projet de loi, qui a demandé à un membre du Congrès de proposer un projet de loi, il négocie avec les députés un par un pour les persuader de voter pour son projet. Il peut négocier avec des députés du parti opposé au sien. Il peut même être obligé de négocier avec des députés de son propre parti qui ne sont pas d'accord pour voter tel ou tel projet de loi. Donc ça donne un gouvernement de marchandage qui arrive à fonctionner avec souvent des grosses difficultés. L'autre risque du système politique américain, ça aurait été une catastrophe constitutionnelle en cas de guerre. En Europe, dans les pays où il y a des assemblées élues pour gouverner, à la fin du 19e ou au 20e siècle, quand il y a des grandes guerres, on ne fait pas d'élection. On ne peut pas faire une élection en France ou en Allemagne entre 1914 et 1918, ou en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec des millions de soldats qui sont ailleurs et qu'on ne peut pas faire voter, avec, dans le cas de la France, entre 1914 et 1918, une partie du territoire national qui est occupée par l'armée allemande. On ne peut pas faire d'élection dans ces situations-là, donc on fait voter par le Parlement une loi qui prolonge la durée du Parlement en place jusqu'à la fin de la guerre. Aux États-Unis, on est obligé de faire des élections à date fixe, et donc les États-Unis, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu une élection pour les représentants et les sénateurs en 1942 et une élection présidentielle en 1944, alors qu'ils étaient en guerre. Et heureusement, cette guerre, elle n'était pas sur le territoire national du pays. Ça aurait été beaucoup plus compliqué si ça avait été sur le territoire national. Donc, le fait que les États-Unis n'ont pas d'ennemis dangereux comme voisins, le fait que les guerres extérieures ont moins d'importance dans l'histoire moderne, récente des États-Unis que dans l'histoire de la Grande-Bretagne, plus forte raison dans l'histoire de la France ou de la Belgique, de l'Allemagne, les États-Unis ont pu continuer à faire fonctionner ce régime politique tellement mal commode. Ce régime politique va avoir une catastrophe entre 1861 et 1865, une guerre civile très très grave, qui est, j'aurai l'occasion d'y revenir, elle est en partie la conséquence du fonctionnement du régime
fédéral, puisqu'un certain nombre d'États sortent de la fédération et que le gouvernement fédéral décide de les obliger par la force à rester dans la fédération. L'autre facteur qui est tout à fait étonnant dans l'histoire politique américaine. Je sais que le livre de Dahl, dont je vous ai déjà parlé, How Democratic is the American Constitution, Dahl semble ne pas voir ça du tout, que la conséquence des élections à date fixe et des délais très très grands entre l'élection des électeurs qui vont élire le président, puis le vote des électeurs, puis l'entrée en fonction du président, etc. Je vous rappelle comment ça s'est passé en 1860-1861 aux États-Unis. L'élection de Lincoln comme président en 1860 a été vue par un certain nombre de politiciens des États du Sud comme une menace d'abolition de l'esclavage. C'est pas sûr que Lincoln l'aurait fait, mais il donnait l'impression de risquer de le faire. Il déclare la sécession, les uns après les autres. La première sécession est déclarée par la Caroline du Sud en décembre 1860. Le président en fonction aux États-Unis, c'est Buchanan, qui est le président sortant. Il n'était pas candidat, d'ailleurs c'est pas lui qui a été battu à l'élection, c'est juste un président en fin de mandat. Il n'a pas d'opinion sur cette histoire d'esclavage, il ne sait pas quoi faire face au Sud. Le délai avant l'entrée en fonction de Lincoln, à l'époque, c'était jusqu'au mois de mars. Ce qui fait qu'entre le mois de novembre, l'élection de Lincoln, qui est le drapeau rouge qui excite les sudistes, et l'entrée en fonction d'un président capable de décider ce qu'il faut faire pour faire obstacle à la sécession, les États du Sud ont le temps de proclamer l'indépendance les uns après les autres, de créer une confédération entre eux, d'adopter une constitution, d'élire un président de la confédération et d'organiser une armée. Avant que l'armée fédérale et le président fédéral aient le pouvoir de décider quelque chose. Et la guerre commence comme une guerre de reconquête du Sud par le Nord, Sud qui a eu le temps de s'organiser. Il y avait un conflit très très grave aux États-Unis, j'y reviendrai, à propos de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage. C'était très probable que ça se passe mal. Mais si le gouvernement fédéral, dès décembre 1860, avait été capable d'intervenir par la force contre la Caroline du Sud, pour empêcher la Caroline du Sud de proclamer son indépendance, ça aurait fait un problème très grave. Et puis il y aurait eu d'autres États dans le Sud qui auraient protesté, etc. Mais il n'y aurait pas eu une grande guerre de 4 ans avec plus de 600 000 morts, qui est une des très grandes guerres du 19e siècle. On a là un dysfonctionnement du système politique américain qui est absolument flagrant et qui est pas seulement le problème de l'esclavage, c'est aussi le problème de la rigidité des structures politiques américaines et de la difficulté à réagir en situation de crise à cause de cette rigidité des structures politiques. Alors, il y a d'autres, le régime présidentiel américain, il va être imité dans d'autres pays. En Amérique, il y a une série d'indépendances en Amérique qui vont suivre l'indépendance des États-Unis. La première, je la mentionne pour des raisons sentimentales, c'est l'indépendance de Haïti. Haïti était une colonie française. Il y a une révolte en 1794. La révolution a commencé en France, donc c'est plus facile de se révolter. Cette révolte va conduire à l'établissement d'une république. Bonaparte, arrivé au pouvoir, va essayer de reconquérir Haïti et d'y rétablir l'esclavage. Il va échouer et à partir de 1804, Haïti est une république indépendante. C'est la deuxième république indépendante en Amérique après les États-Unis. Les Haïtiens y tiennent beaucoup. Haïti aura d'énormes difficultés politiques après, qui ne sont pas vraiment mon sujet dans ce cours. Il est intéressant peut-être aussi de noter que c'est le seul cas en Amérique
où l'indépendance n'a pas été obtenue par les colons contre la métropole, mais par des colonisés. Bon, ce ne sont pas des autochtones. Les Noirs esclaves, il n'y a pratiquement plus d'autochtones de l'île qui sont des survivants sous le régime colonial et esclavagiste, mais ce sont les esclaves qui se révoltent. Alors que partout ailleurs en Amérique, aux États-Unis et dans toutes les colonies d'Amérique latine, ce sont les colons qui déclarent l'indépendance par rapport à la puissance coloniale, et pas du tout les autochtones, les indigènes qui se révoltent contre le colonisateur étranger. Alors l'autre, ça c'est un cas particulier, Haïti. L'autre cas particulier, c'est le Brésil. Le Brésil est une colonie portugaise. Ça vaut la peine de parler 3 minutes de l'indépendance du Brésil. Le Brésil, à cause de l'invasion napoléonienne de la péninsule ibérique, y compris d'une partie du territoire du Portugal. Lisbonne va toujours être défendue par des troupes britanniques, mais il y a des combats au Portugal pendant des années sous le règne de Napoléon, et le roi du Portugal se réfugie à Rio de Janeiro, la capitale de sa magnifique colonie du Brésil. Après 1814, le roi du Portugal y retourne à Lisbonne et il laisse son fils à Rio de Janeiro comme vice-roi pour administrer la colonie. Et en 1822, les Brésiliens expliquent à leur vice-roi que le Brésil devrait être indépendant et qu'il pourrait être empereur du Brésil. Et donc il écrit à son père en lui disant « Cher papa, j'ai une promotion, le Brésil est indépendant, je suis empereur du Brésil. » Donc le Brésil est devenu indépendant sans lutte armée contre le Portugal. En 1889, les Brésiliens vont remercier le descendant de leur empereur. Il y avait toujours un empereur. Donc, on a une monarchie constitutionnelle au Brésil entre 1822 et 1889. C'est seulement en 1889 que ça devient une république, là aussi, de façon non violente. On explique à l'empereur qu'on n'a plus besoin de lui. Dans les colonies espagnoles, ça va se passer de façon bien différente. Et c'est dans les colonies espagnoles qu'on va tenter d'imiter le régime présidentiel américain. Alors, la lutte pour les indépendances commence en 1810. Elle est dirigée par un certain Simon Bolivar, qui venait de la région du Venezuela et qui est un des grands héros de l'indépendance de l'ensemble de l'Amérique, des colonies espagnoles en Amérique. Cette révolte commence donc à un moment où l'Espagne, le roi d'Espagne a été chassé et remplacé par Joseph, le frère de Napoléon, et est occupé par des forces françaises qui luttent contre les guérilleros espagnols. Ça se passe très très mal. La révolte des colonies l'emporte à partir de 1814. L'Espagne, qui redevient indépendante en 1814, qui est débarrassée de l'occupation française, tente une reconquête qui échoue, qui est finie en 1820. En 1824, c'est la victoire définitive des colons d'origine espagnole, souvent très métissés avec les populations locales. C'est une colonisation qui a duré très longtemps, du XVIe jusqu'au début du XIXe siècle. Et donc, les populations, même d'origine espagnole, sont devenues très américaines à beaucoup d'égards, se sont habituées à un mode de vie très très différent. Bolivar, semble-t-il, voulait créer des États-Unis d'Amérique du Centre et du Sud, un peu comme les différentes colonies anglaises d'Amérique du Nord ont créé une fédération. Les tentatives d'unité vont échouer complètement et l'Amérique latine va se morceler selon une carte politique qui n'est pas très différente de celle qui existe aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre de modifications de frontières. La plupart des États qui existent aujourd'hui en Amérique latine sont créés à ce moment-là, à partir de 1824. Il y a une petite exception pour l'Amérique centrale. Il y aura des États-Unis d'Amérique centrale qui sont fondés en 1823 et qui vont éclater en 1839
entre les différents et petits États qui existent aujourd'hui entre le Guatemala et le Costa Rica. Panama faisait encore partie de la Colombie, mais le Guatemala, Honduras, Salvador et Costa Rica, qui formaient une fédération jusqu'en 1839, deviennent des États indépendants à ce moment-là. Donc la carte de l'Amérique latine est à peu près celle d'aujourd'hui. Ces colons révoltés contre l'Espagne veulent créer des régimes républicains et ils pensent qu'un régime républicain normal, c'est un régime présidentiel, donc copié sur le régime des États-Unis. Et ces régimes seront beaucoup plus instables que ceux des États-Unis. Alors, il y a des différences très, très importantes, bien évidemment, au point de départ. Une des différences importantes, c'est que il n'y a pas, dans les colonies espagnoles, d'institutions représentatives comme il y en avait dans les colonies anglaises, bien avant la lutte d'indépendance. Il n'y a aucune expérience ni d'élection, même partielle, ni d'assemblée pour administrer les différentes colonies. Une autre des différences, je pense, c'est que c'est un pays catholique où l'idée de l'autorité est beaucoup plus hiérarchique que dans les pays protestants, où la population est moins instruite que dans les pays protestants, et où l'idée d'être gouverné par des assemblées est plus normale pour des protestants, parce que beaucoup d'églises, de paroisses protestantes sont administrées comme ça, alors que les paroisses catholiques ou les diocèses catholiques ne sont pas du tout administrés de cette façon. L'influence de la Révolution française, l'influence idéologique de la Révolution française sur Bolivar et les différents révoltés parlant espagnol, enfin hispaniques, qui se révoltent contre l'Espagne, l'influence des idées de la Révolution française est beaucoup plus importante que l'influence des idées de l'indépendance des États-Unis. Dans le cas des États-Unis, l'idée libérale, l'idée d'individualisme est beaucoup plus forte qu'en France. En France, on a une idée autoritaire de la démocratie. C'est l'autorité pour réaliser l'égalité. C'est ça qui est une des idées dominantes de la Révolution française, alors que la Révolution américaine donne beaucoup plus d'importance à la liberté individuelle, qui est une tradition qui vient d'ailleurs déjà de la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle. Pas d'avoir les métropoles différentes, l'Espagne catholique autoritaire d'un côté, la Grande-Bretagne protestante est déjà passablement libérale du XVIIIe siècle. Ça fait une différence importante pour les colonies après l'indépendance. Bref, puisqu'ils veulent des républiques, ils font des régimes présidentiels avec un président, une assemblée élue séparément. Alors, ça va avoir pour conséquence de créer des présidents qui ont un pouvoir apparent considérable, énorme, et un pouvoir réel très faible, parce qu'ils sont tout le temps bloqués, ils peuvent tout le temps être bloqués par une assemblée dans laquelle il n'y a pas vraiment de parti politique, il y a plein de notables locaux qui ont été élus, on ne sait pas comment, et qui veulent défendre leurs intérêts particuliers contre le gouvernement central. Donc, en fait, le régime présidentiel en Amérique latine crée une exagération de ce qu'il crée déjà aux États-Unis. Aux États-Unis, il crée un président apparemment très fort, et en fait assez faible. En fait, plus faible qu'un Premier ministre dans un régime parlementaire qui fonctionne bien. Dans un régime parlementaire qui fonctionne bien, un Premier ministre n'a pas de mal à faire voter ses projets de loi par son assemblée. Alors qu'un président américain a toujours ce genre de difficultés. En Amérique latine, on retrouve ces difficultés, et beaucoup plus, sans doute à cause des traditions catholiques, sans doute à cause de
le plus faible niveau d'instruction de la population, peut-être aussi à cause de sociétés plus inégalitaires que, au moins dans le nord de l'Amérique du Nord, pas au moins dans la partie non esclavagiste des États-Unis. Il y a une tradition d'esclavage, il y a une tradition de très grande propriété terrienne qui est à l'origine d'inégalités socio-économiques très très grandes dans les pays d'Amérique latine. Donc, pour toutes ces raisons, le régime présidentiel, il bloque régulièrement, et le moyen de le débloquer, c'est le coup d'État. Et le coup d'État, ou bien il est fait par le président, qui a été élu, mais qui cesse de se comporter comme un président élu, qui cesse complètement de respecter les droits de l'Assemblée et gouverne comme un dictateur, ou bien par un coup d'État qui vient de l'extérieur, soit par de vrais militaires. Ces pays d'Amérique latine vont pendant très longtemps avoir des armées extrêmement faibles, qui sont contrôlés par les oligarchies de grands propriétaires terriens qui utilisent les militaires pour renverser le président et établir un régime de dictature. Et quelquefois, ce n'est même pas un militaire professionnel, c'est un homme qui réunit des hommes d'armes qui probablement s'attribue le titre de colonel ou de général, alors qu'il n'a jamais été dans l'armée, et qui renverse le président pour établir une dictature. Et donc, ce qui sera au XIXe et même dans une bonne partie du XXe siècle, j'y reviendrai sur l'évolution récente des régimes démocratiques, dont certains fonctionnent aujourd'hui assez bien en Amérique latine, tout en continuant à avoir des grandes difficultés. Ce qui caractérise l'Amérique latine depuis 2 siècles, pas depuis les indépendances, c'est la rareté des guerres interétatiques. Il y a eu des guerres interétatiques en Amérique latine, entre la Bolivie et le Paraguay, entre le Chili et la Bolivie et le Pérou. Il y a eu des changements de frontières qui se sont faits au cours du XIXe siècle. La Bolivie avait pendant longtemps un débouché sur la mer qu'elle a perdu dans une guerre contre le Chili, qui s'est agrandie vers le nord. Bon, le Mexique, qui était beaucoup plus étendu et a perdu une part importante de ses territoires au profit des États-Unis dans les années 1840. Donc la carte politique de l'Amérique latine d'aujourd'hui n'est pas identique à celle de 1840, mais elle a peu changé depuis 1840. Si vous faites la comparaison avec l'Europe, c'est frappant. Si vous comparez la carte politique de l'Europe d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans, ça a changé beaucoup. Par rapport à ce qu'elle était il y a un siècle, ça a changé énormément. Et par rapport à ce qu'elle était il y a 150 ans, ça a encore changé énormément. Parce qu'il y a eu beaucoup de guerres en Europe, de guerres interétatiques très graves, qui ont fait disparaître certains États, qui en ont fait apparaître d'autres, qui ont modifié considérablement les territoires, non pas de tous les États. La France, l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne gardent à peu près les mêmes frontières, mais tout ce qui est plus à l'Est a été bouleversé beaucoup au cours de l'histoire depuis 150 ans. En Amérique latine, on a un continent qui est beaucoup plus pacifique du point de vue des guerres interétatiques, mais qui est beaucoup moins pacifique que l'Europe du point de vue des régimes politiques internes, c'est-à-dire nettement plus de guerres civiles et surtout beaucoup plus de changements politiques violents. Le record du nombre, je crois, c'est la Bolivie. La Bolivie a eu je ne sais pas combien de coups d'État de force. Dans certaines périodes de l'histoire de la Bolivie, il y en avait un par an. Un changement de gouvernement de façon non légale, non constitutionnelle. Et dans l'histoire de l'Amérique latine, il y a quelques guerres civiles très graves, notamment au Mexique après 1911, ou en Colombie à plusieurs reprises au cours du XXe siècle, un des pays qui a connu le plus de guerres civiles au cours de son histoire. C'est la Colombie. Alors, l'explication de tout ça, c'est peut-être la religion catholique, c'est peut-être l'inégalité économique due à l'esclavage et à la grande propriété terrienne. Il y a beaucoup d'explications socio-économiques ou socio-culturelles de cette instabilité politique de l'Amérique latine, mais évidemment, le régime présidentiel a une responsabilité là-dedans. Les régimes présidentiels, parce que des régimes de séparation des pouvoirs, parce que des régimes qui créent l'illusion
du pouvoir très grand d'un seul homme et la difficulté de faire fonctionner de façon pacifique et légale ce régime, si le président respecte les règles et si l'Assemblée respecte les règles, ça explique la difficulté des régimes politiques latino-américains pour éviter ces changements politiques violents. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au XIXe siècle, on observe en Europe une imitation du régime parlementaire britannique, imitation de ce régime politique qui, dans beaucoup de pays, pas en France, mais en Belgique, aux Pays-Bas, les pays que je vous mentionnais tout à l'heure, qui vont imiter le régime politique britannique et qui vont faire des régimes politiques très très stables et qui fonctionnent assez bien ou très bien sur le modèle du régime parlementaire britannique. Ceux qui imitent le régime présidentiel américain, ça donne des catastrophes en Amérique latine et y compris en France. Et je vais terminer là-dessus, puisque la France a eu, au cours de son histoire moderne, un régime présidentiel. Ce n'est pas le régime de la France d'aujourd'hui, de la Ve République. Beaucoup de gens croient que parce que le président est très important en France, c'est un régime présidentiel. Le régime de la France n'est pas un régime présidentiel parce que ça n'est pas un régime de séparation des pouvoirs. J'y reviendrai. Le régime présidentiel, vraiment présidentiel, qu'a eu la France, elle l'a eu entre 1848 et 1852. C'est une période très intéressante pour l'histoire de la France, j'en parle pendant quelques minutes, et pour l'histoire du régime, de ce type de régime politique. En 1848, Louis-Philippe Ier, roi des Français, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est arrivé sur le trône en 1830 à la suite d'une petite révolution parisienne, est renversé par une autre révolution parisienne, beaucoup plus grave que celle de 1830, mais quand même une révolution parisienne. Il y a beaucoup plus de violence, ça dure plus longtemps, c'est plus grave en 1848. Louis-Philippe abandonne le trône et les gens qui prennent le pouvoir sont des républicains qui proclament la République. Donc la Deuxième République, la Première République en France, elle a duré de 1792, sa proclamation après le renversement de Louis XVI, jusqu'à 1804, le couronnement de Bonaparte comme empereur. Là, ça cesse d'être une république. Ça, c'est la Première République, qui a eu plusieurs régimes politiques, mais c'est une république tout le temps. La Deuxième République, c'est celle qui est proclamée en 1848. Et on adopte une constitution. Cette constitution, dans son préambule, déclare que la République française est démocratique, une et indivisible. L'expression République une et indivisible avait déjà été utilisée dans des constitutions précédentes. Le mot démocratique est utilisé pour la première fois. Je reviendrai sur l'utilisation du mot démocratique au XIXe siècle, qui est loin d'être évident pour énormément de monde. Mais là, en 1848, la France se proclame une république démocratique, une et indivisible. Ce nouveau régime, il abolit l'esclavage et il établit le suffrage universel masculin. Les Français de l'époque disaient suffrage universel, c'était évident pour tout le monde que ça ne pouvait pas inclure les femmes. L'utilisation de suffrage universel, je trouve, est abusif, sauf si on précise masculin, mais les livres sur l'histoire politique de la France écrits par des Français continuent à dire suffrage universel sans le qualifier spécialement pour désigner le fait que en 1848, après 1848, il va y avoir des élections sans limite censitaire, c'est-à-dire que les conditions de fortune des gens n'ont plus d'influence sur le fait qu'ils aient le droit de vote ou pas, mais le fait d'être un homme et non pas une femme continue à être très, très important. Donc ça représente un progrès quand même énorme par rapport aux
institutions précédentes, du point de vue de l'égalité des citoyens, même si les citoyennes sont encore oubliées. Et c'est remarquable, c'est très en avance sur l'évolution des autres régimes politiques. Je dirais la France de 1814 ou de 1830, avec sa charte et son suffrage censitaire plus limité qu'en Grande-Bretagne, est un peu moins moderne comme régime politique que le régime politique de la Grande-Bretagne. Avec 1848, la France devient un régime politique plus moderne que la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Malheureusement, ça ne va pas durer trop longtemps. Ils font une constitution républicaine. Et au lieu d'essayer d'inventer des choses compliquées, comme ça avait été fait pendant la Révolution avec le directoire, le consulat, etc., ils vont se dire, il y a un modèle qui est connu, qui fonctionne, c'est le système présidentiel américain. On va faire un système présidentiel avec un président élu et une assemblée élue, séparément. On va avoir une assemblée unique. On n'a plus besoin de chambre des pairs avec une imitation de chambre des lords avec des pairs nommés par un roi. On veut plus ça. Il n'y a pas de règle fédérale, donc on n'a pas besoin d'un Sénat fédéral. On a une assemblée unique élue par toute la population masculine, par tous les citoyens hommes de la République. Et on a un président. L'assemblée, elle est élue pour 4 ans. Le président, il est élu pour 3 ans. Et il est élu par l'ensemble de l'électorat masculin. Il n'y a pas de grands électeurs. L'élection est directe. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Même la Constitution dit assez curieusement que dissoudre l'Assemblée est un crime de haute trahison. Président, interdiction complète d'essayer de dissoudre l'Assemblée. Il n'y a pas de grands électeurs. On a vu les problèmes que ça pose ou que ça posera dans le cas des États-Unis. L'élection est directe. Il n'y a pas non plus de calendrier rigide pour les élections. Qu'est-ce qu'on fait avec un président qui meurt? On élit un autre président. Après l'élection d'un président, l'Assemblée élit un vice-président. Le vice-président, il est juste là pour assurer l'intérim du président si le président meurt, mais pas jusqu'à la fin de son mandat. Le président, il doit être élu le 2e dimanche du mois de mai. Et réélu au bout de 4 ans. Enfin, il ne peut pas se représenter d'ailleurs. Un autre doit être élu au bout de 4 ans, le 2e dimanche du mois de mai. Si le président élu n'est pas capable de rester là jusqu'à 4 ans, on doit, après sa mort ou sa démission, élire en un mois un nouveau président, avec le vice-président qui assure la transition, là, et c'est son seul rôle. On élit un nouveau président qui va rester en fonction pendant 4 ans, jusqu'au 2e dimanche du mois de mai. Donc ça peut vouloir dire un peu moins de 4 ans. Mais il fait un vrai mandat, et pas seulement finir le mandat de celui qui est parti. Les règles américaines de rigidité des dates d'élection, etc., tout ça est évité dans la Constitution française de 1848, qui est un régime présidentiel finalement mieux conçu, à mon jugement, que le régime présidentiel américain. Ça va tourner très mal. La première élection présidentielle a lieu en décembre 1848, on n'attend pas le mois de mai suivant. Il y a 5 candidats. Un de ces candidats, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de de Napoléon Bonaparte qui avait été empereur, le fils d'un de ses frères, Louis. Et c'est Louis-Napoléon qui est élu, qui a la majorité dans l'ensemble de la population. Une fois élu président, il va se disputer à répétition avec l'Assemblée. Il fait un coup d'État en décembre 1851 en supprimant un certain nombre des pouvoirs de l'Assemblée, en établissant la censure sur les journaux, toute une série de choses vraiment tout à fait qu'il n'avait pas le droit de faire, tout à fait scandaleuses. En décembre 1852, il fait adopter
par référendum, et il arrive avec des méthodes très bizarres à obtenir une majorité dans l'ensemble de la population qui accepte qu'il devienne l'empereur Napoléon III, ce qui met fin à la Deuxième République en France, qui a été un régime qui aurait dû être admirable si ces institutions avaient été bien faites, c'est-à-dire s'ils avaient su qu'il ne faut pas faire un régime présidentiel, qu'il faut essayer d'imaginer autre chose. Mais à part cela, le suffrage universel masculin, pour l'époque, c'est remarquable. L'abolition de l'esclavage, pour l'époque, c'est remarquable. Une autre chose qui est remarquable, c'est que cette république s'établit sans conflit avec l'Église catholique. La première république a eu des conflits terribles avec l'Église catholique. Le régime politique n'essaie pas d'entrer en conflit avec l'Église catholique. Louis-Philippe avait un régime un peu anticlérical. Donc l'Église catholique est plutôt contente du renversement de Louis-Philippe en 1848, ce qui crée un contexte finalement assez harmonieux pour établir un régime politique qui aurait été durable s'il avait été bien conçu et s'il n'y avait pas eu ce Louis-Napoléon pour immédiatement le faire échouer. Que la faiblesse du régime présidentiel, c'est d'avoir ce président qui a l'apparence d'avoir énormément de pouvoir et qui ne peut pas l'exercer à cause des limites que lui impose l'Assemblée. Et donc, s'il en a la capacité, il renverse cette Assemblée, il neutralise cette Assemblée pour établir un pouvoir beaucoup plus absolu. Il faudra attendre la Troisième République qui va s'établir après 1870 pour que les Français finissent par trouver comment faire un régime républicain avec des institutions qui peuvent fonctionner de façon assez raisonnable et qui peuvent être durables. Nous le verrons bientôt. Je vous remercie de votre attention.